On avale 100 000 microplastiques par an. Océan, sol, air et même notre propre corps, le plastique est partout. Mais peut-on vraiment y mettre fin? Débat à cartes, 3 manches, 2 invités, Philippe Bolo et Capucine Dupuis. Un débat à la fin du plastique, utopie ou ambition. Peut-on se passer du plastique? Oui et non. Le plastique est-il dans le top 3 des matériaux les plus fabriqués au monde? Existe-t-il aujourd'hui d'autres solutions plus économiques que le plastique? Oui. Philippe Bolo, député de la 7e circonscription de Maine-et-Loire, je suis membre de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques où je travaille depuis 2019 sur le sujet de la pollution plastique. Est-il possible d'éliminer complètement l'utilisation du plastique d'ici 2050? Les plastiques biosourcés sont-ils tous entièrement biodégradables? Bonjour, je suis Capucine Dupuis. Je suis scénariste de bande dessinée décalée et engagée. Donc je travaille sur des sujets de climat, d'alimentation, d'agriculture, d'énergie et de plastique. Pensez-vous que les consommateurs soient prêts à changer leurs habitudes pour réduire l'utilisation de plastique? Est-ce aux citoyens de baisser leur consommation de plastique? Tous les secteurs industriels ont-ils été plastifiés? La fast fashion a-t-elle un rôle important dans l'augmentation de la consommation plastique? Les déchets plastiques représentent-ils la totalité des déchets marins? Alors j'y vais. Alors c'est une actu de la une de 20 minutes qui nous dit qui pose la question suivante: quelles sont les conséquences de la contamination des sols agricoles par les microplastiques sur la santé humaine et l'écosystème? Je pense que... Alors déjà oui, la démonstration a été faite qu'effectivement on avait des microplastiques dans les sols agricoles. Sur l'écosystème, ça va être des conséquences pour l'ensemble de la biodiversité des sols, pour les plantes aussi. Alors, il y a des recherches actuellement qui se poursuivent à l'INRAE, parce qu'il y a encore quelques zones d'ombre sur le sujet, évidemment. Après, un sol en mauvaise santé, un écosystème du sol en mauvaise santé, c'est tout le reste qui est en mauvaise santé, selon le principe One Health, ça a une conséquence sur la santé humaine. Juste pour compléter, pour ceux qui comprennent pas comment ça impacte les sols, la plupart des déchets plastiques arrivent à un niveau visible, c'est ce qu'on appelle un macroplastique, et puis sous l'effet de plein de facteurs, dont les UV du soleil, dont les bactéries, dont les frottements, voilà. Ça va se fragmenter, et puis du coup, plus c'est petit, plus ça rentre dans le sol, donc c'est des microplastiques, moins de 5 mm, puis ensuite ça devient encore plus petit, des nanos, et plus c'est petit, plus ça pénètre au fond par plein de biais, soit parce que les racines des plantes font bouger le terreau et du coup ça favorise la mobilité, soit c'est des micro-organismes qui vont les descendre, soit c'est le labour du coup qui sur les 30 premiers centimètres va remuer la terre puis ça va aider à descendre. Et ça modifie la matrice du sol, ça modifie le cycle de l'azote, du carbone, du phosphate, de tout ce qui est nutriments du sol. Ça diminue la fertilité des micro-organismes et leur croissance, ça diminue aussi la croissance des plantes, elles sont plus petites et avec des racines plus courtes, notamment, essentiellement à cause des nanoplastiques qui viennent en fait, ils sont aspirés, comme on aspire avec une paille, ils sont aspirés dans les racines des plantes et donc ça freine forcément l'apport en eau et en nutriments de la plante, donc elle pousse moins. Donc ça fait des sols moins vivants et puis nous, ça fait des rendements alimentaires inférieurs. Ok, on va faire succinct. Alors, c'est la une de Science et Avenir. Doit-on se concentrer sur le nettoyage du continent de plastique ou prioriser des changements d'habitude de consommation pour éviter qu'ils ne grandissent encore? La réponse, c'est il faut complètement couper le robinet de la production. En plus, c'est le continent de plastique, donc c'est le 7e continent, j'imagine, dont il parle. Donc c'est la soupe de plastique dans le Pacifique Nord. Qui est effectivement très impressionnante parce que c'est une taille de 6 fois la France, c'est 30 mètres de profondeur et c'est une concentration en microplastique énorme, lunaire. Mais si on prend tous les déchets plastiques des océans, ceux qui sont en surface, quand je dis surface, c'est quelques mètres de profondeur, c'est 1% des déchets plastiques totaux de l'océan. Donc moi je veux bien qu'on aille dépenser des millions de dollars et des énergies de plein de bonne volonté pour les nettoyer, je mets beaucoup de guillemets, les océans, mais en fait on va se concentrer sur une fraction du 1%
des déchets. Ce que j'ai envie de rajouter, c'est que déjà, il y a une image du continent de plastique, mais si on prend un bateau et qu'on y va, on va pas croiser un endroit où on va pouvoir descendre du bateau et marcher. Ce continent, c'est quand même l'image d'un continent. En revanche, c'est vrai qu'il y a des endroits, et il n'y en a pas qu'un sur Terre, il y en a dans tous les grandes masses et les grands espaces océaniques. Il y a des endroits où les courants viennent faire converger l'ensemble des plastiques, qui sont des microplastiques, des nanoplastiques et aussi des choses un peu plus visibles. Alors évidemment, consacrer tous les moyens à ce nettoyage-là, bon, je pense que c'est pas la meilleure solution. En plus, qu'est-ce qu'on en ferait? Si même on arrivait à ramasser tout ça, ça serait des choses très hétérogènes, il y aurait différents polymères. Qu'est-ce qu'on pourrait même pas dire qu'on recycle ça, on serait obligé de brûler avec un impact carbone, sinon je vois pas du tout ce qu'on peut en faire. Et qu'en définitive, c'est l'expression que si on le retrouve là, c'est qu'il y a un flux, et qu'il faut considérer que ce flux il est alimenté. Donc en fait, ce serait une course contre la montre qui n'arrêterait jamais. C'est un peu vider la mer avec un verre d'eau, donc non, il y a d'autres priorités que d'aller nettoyer le continent plastique. C'est à moi. Donc. Alors, la carte suivante, c'est la une de Cory. Transformer le plastique en carburant résout-il vraiment le problème de la pollution? Ben, je pense que la réponse est non, parce que ça veut dire qu'on considère que le déchet plastique, on va en faire autre chose. On va en faire autre chose qui est un carburant. Le carburant, dès qu'on va le mettre dans un moteur thermique, il va nous mettre du CO2 et donc ça sera une empreinte très lourde sur le climat. Et qu'en définitive, avant cela, il y a bien d'autres solutions à mettre en place. C'est-à-dire éviter qu'on ait tous ces déchets plastiques en mettant des solutions technologiques très coûteuses pour les transformer en carburant, réduire la consommation et puis avoir c'est l'économie circulaire, c'est-à-dire qu'on va réduire, on va utiliser des objets qui sont réemployables, réutilisables, réparables, et uniquement en dernier recours, on peut aller vers la transformation, la valorisation des déchets, mais celle-ci ne me semble pas être la meilleure idée possible. Alors, ça c'est Ouest France. L'opposition des pays producteurs de plastique est-elle un acte irresponsable ou une défense légitime de leurs intérêts économiques? Eh bien, c'est Fromage et Dessert. C'est un acte irresponsable et ils défendent leurs intérêts économiques. Le traité international qui est en cours de négociation depuis 2 ans et demi maintenant, les positions des pays elles sont directement corrélées, dans la majorité des cas, au fait qu'ils sont dépendants pour leurs revenus de l'industrie fossile. Alors moi je rajouterais, j'ai eu la chance de participer à ce traité international, dernièrement à Busan. Alors effectivement, oui, il y a une position forte des pays qui dépendent économiquement du pétrole et de la pétrochimie, donc il y a une position forte pour dire on ne veut pas de ce traité-là, surtout que le traité vise à réduire la quantité. Mais voilà, c'est leur point de vue. Alors ils n'expriment pas nécessairement tous comme ça, ce serait peut-être d'ailleurs plus honnête qu'ils disent qu'ils n'en veulent pas parce qu'ils ont un intérêt économique. Mais en tout cas, l'intérêt de regarder ça au niveau mondial avec les autres pays en face, c'est regarder les masses et les proportions de ceux qui sont pour et de ceux qui sont contre. Et aujourd'hui, il y a 100 pays qui sont favorables au traité contre une quantité beaucoup moins importante, un nombre beaucoup moins important de pays qui sont contre. Donc certes, il y a ce positionnement-là, mais la dynamique aujourd'hui, c'est plus de pays favorables au traité. Alors moi, je suis joueur, je vais prendre une carte mystère qui nous dit, au-delà des conséquences environnementales, quel est l'impact de la pollution plastique sur la santé humaine? J'ai de la chance d'avoir remis un rapport à l'Assemblée nationale sur le sujet il y a un mois. Alors les impacts sur la santé humaine, ils sont multiples. C'est à la fois les microplastiques, et puis c'est aussi les molécules qu'on associe au plastique. Alors sur les microplastiques, c'est des corps étrangers qu'on a dans l'organisme, et la recherche nous a montré qu'on en avait partout, hein, le cerveau, le placenta, le lait maternel, le sang, les poumons, les testicules, j'en oublie certainement d'autres. Et donc, voilà, ça n'a rien à faire ici, on n'est pas constitué pour avoir des microplastiques dans notre organisme, et des nanoplastiques aussi parfois, donc cela c'est encore pire parce qu'on ne les voit pas. Eh bien, c'est de nature à bouleverser le microbiote intestinal, le fonctionnement des organes, notre métabolisme en général, avec des maladies à la clé. Et puis, le plastique, c'est pas uniquement le polymère qui nous permet d'avoir l'objet, c'est les additifs qu'on lui ajoute, qui vont lui conférer des propriétés. Alors, ça peut être sa couleur, sa résistance aux ultraviolets, sa résistance au feu, les retardateurs de flamme, et puis beaucoup d'autres, la résistance à beaucoup de choses, et qui en font d'ailleurs ces propriétés assez magiques. C'est cette chimie-là qui en fait ces propriétés. Malheureusement, beaucoup de ces molécules sont des perturbateurs endocriniens, et lorsqu'on les retrouve dans notre organisme, bien, même effet, les impacts sur la santé, et là à tous les stades, c'est-à-dire du stade du développement fœtal
jusqu'au stage adulte, avec des phases particulièrement critiques chez les femmes enceintes, chez l'adolescent, chez les jeunes enfants. Donc, oui, des conséquences environnementales, mais aussi des conséquences sur la santé des hommes et des femmes de la planète. Rien à ajouter, si ce n'est que je lisais ce matin un article sur les phtalates et l'impact des phtalates. Il y a une étude que vous avez peut-être vue, mais sur l'impact des phtalates pendant la période de grossesse des femmes et l'augmentation prouvée des taux d'accouchement prématuré. Et aussi, du coup, quand un bébé est né de façon prématurée, il est en général, on l'espère, mis en hôpital pour être accompagné et survivre. Et à ce moment-là, il est surexposé au plastique et à nouveau à plein des tubes qui sont à nouveau avec des phtalates dedans. Les phtalates, c'est un plastifiant. Donc en fait, les phtalates sont vraiment, non seulement ils déclenchent des accouchements prématurés, mais en plus ils fragilisent le taux de survie de ces bébés. On va se mettre d'accord, même si en fait on est d'accord, mais jusqu'ici. Le mode de vie zéro plastique est-il accessible à tous ou seulement à une minorité privilégiée ? En fait, j'ai envie de répondre ni l'un ni l'autre. J'ai envie de dire le mode de vie zéro plastique, il est inaccessible. Qu'on soit riche, pauvre, homme, femme, jeune, vieux, esquimau vivant dans la banquise ou trader à New York. Il est inaccessible pour la simple et bonne raison, selon moi, que les micros et les nanoplastiques sont absolument partout, ce que Philippe vous décriviez. Dans l'air, dans l'alimentation, dans les eaux. Donc, en ce sens, je répondrais comme ça. Zéro plastique, c'est pas possible. Si je vais vivre nue dans la forêt, j'aurai quand même des plastiques dans ma vie. Et puis, sur le côté financier, qui, je pense, sous-tend cette question, la malbouffe est souvent sous plastique. Quand on va au supermarché pour avoir des prix bas, c'est Plastic Land, en fait. C'est 100% ou presque de plastique. Donc de ce côté-là, il y a un côté élitiste. Ensuite, je temporiserai en disant qu'il y a quand même moyen de changer ses habitudes, que c'est là le point généralement le plus bloquant. C'est vraiment le changement d'habitude qui empêche d'aller vers moins de plastique que la connaissance ou que un revenu plus qu'un autre. Ouais, non, je suis d'accord avec ces grandes idées. Ça dépend aussi de ce qu'on considère. Si on regarde l'alimentation, effectivement, tout ce qui est emballé, là on a plus de levier. C'est-à-dire qu'on est en capacité de se dire non, je veux me passer de ces aliments emballés. Pour autant, il faut avoir la connaissance déjà que certains emballages sont problématiques pour la santé. C'est la question qu'on avait juste avant. Puis après, il faut avoir peut-être du temps pour trouver d'autres modes de préparation des aliments qui demandent plus de temps que d'ouvrir une barquette qu'on met au micro-ondes. Et puis parfois, il faut un peu plus d'argent. Enfin, quoique, ça dépend. Parce que préparer des produits frais, c'est peut-être parfois moins cher que de prendre, pour faire par exemple, je ne sais pas, un hachis parmentier, que de prendre la même chose dans une barquette où on va aussi, dans le prix de ce qu'on achète, rémunérer l'entreprise qui l'a préparé. Donc il faut bien rémunérer le temps de préparation. Donc sur l'alimentation, on a des leviers. En revanche, il y a d'autres secteurs où c'est complètement différent. Aussi évoquer le sujet du plastique dans le monde de l'hôpital, dans le monde de la santé. Et là, on a moins le choix. Et puis parfois, on peut aussi se poser la question du bénéfice-risque. Est-ce que on a vraiment intérêt à avoir ce choix-là il s'agit de sauver des vies? Donc c'est toute la difficulté de ce sujet des plastiques, sa pollution, ses impacts, on en a déjà parlé, mais aussi la capacité qu'on a ou pas de pouvoir moduler des choses, parce que parfois ça rend quand même quelques services. C'est à moi de tirer une carte, je crois. Ouais. Je vais retourner sur Mystère. Alors, là c'est un avis de spécialiste. Selon Aurélie Félix, responsable marketing chez Bonne Terre, modifier les emballages implique des centaines de milliers d'euros d'investissement, en particulier pour les produits avec contact alimentaire. Alors ce que nous dit Madame Félix, c'est effectivement, lorsqu'on utilise des plastiques pour emballer des aliments, il y a un grade alimentaire. D'ailleurs, ce qui est la preuve qu'il ne faut pas qu'il y ait n'importe quoi qui migre vers l'aliment, que dans n'importe quoi qui migre vers l'aliment, il y a un certain nombre de molécules qui peuvent avoir quelques conséquences. On en a parlé juste avant. Donc il y a bien un sujet, elle le confirme d'ailleurs dans ses propos. Alors après, est-ce que ça coûte des centaines de milliers d'euros d'investissement? Sans doute pour les entreprises qui produisent beaucoup, en nombre d'unités de vente. Mais j'ai tendance à voir les choses différemment. Si elles produisent beaucoup d'unités de vente, elles font à chaque fois un chiffre d'affaires sur chacune de ces unités. Et multiplié par le nombre de ces unités-là, il y a peut-être quand même moyen de revisiter cette histoire
cette histoire d'investissement lourd et de se dire que de toute façon, si on fait rien, à un moment donné, son produit, le jour où il est établi qu'il y a un vrai sujet avec, eh bien c'est tout le business qui s'écroule. Donc là, c'est pas un investissement lourd, c'est une perte totale de recettes et de revenus pour l'entreprise. Tout à fait. Et j'ajouterais que le prix, la facture, elle est forcément payée à un moment ou à un autre par tout le monde. Sinon, on va dire, si cette entreprise reste dans un modèle à l'ancienne avec de l'usage unique, économie linéaire, je prends, je jette, ça va lui coûter effectivement probablement moins cher. Par contre, la gestion des déchets, ça a un coût sur nos impôts à tous. Et juste, c'est qu'on voit pas la ligne, on voit pas la corrélation, mais elle existe. Allez, orange. Le plastique est-il un matériel indispensable pour la conservation de la nourriture ? Je vais être un peu provoque, mais nos grands-parents ont réussi à s'alimenter. Si je reviens au monde d'aujourd'hui, c'est la même chose en fait. La nourriture, elle peut toujours être conservée sans plastique. Je comprends la question dans le sens où c'est un des gros arguments des lobbies du plastique et puis de l'industrie agroalimentaire en général, de dire que le plastique protège des bactéries, protège de l'oxygène. C'est une barrière à l'oxygène, donc ça conserve votre salade toute la vie plus longtemps. En revanche, il faut quand même mettre dans la balance le fait que la courbe de gaspillage alimentaire dans le monde, elle est exactement parallèle à la consommation de plastique. Donc il n'y a absolument pas de corrélation entre le fait que plus je vais acheter mes aliments sous plastique et mieux ça va se conserver. Il y a même des contre-exemples. Moi je trouve que c'est plusieurs fois qu'on a des questions sur l'emballage. C'est normal parce qu'il y a 30% des plastiques aujourd'hui dans le monde qui sont utilisés pour faire des emballages. En fait, ce qu'on nous vend aussi avec l'emballage, c'est pas simplement une façon de présenter l'aliment que nous achetons, mais c'est aussi de la commodité, de la praticité et du confort. Et c'est ça le piège en définitive, parce que plus on a d'aliments emballés, plus la vie pour s'alimenter est simple. Parce que ça veut dire que c'est des aliments qui se conservent a priori plus longtemps, donc on n'a pas besoin d'aller s'approvisionner en aliments et en denrées alimentaires tous les jours. On peut acheter ça, le mettre dans le placard, le mettre dans le frigo, ça dure plus longtemps, donc ça c'est quand même assez pratique, ça évite d'avoir à s'approvisionner chaque jour. Et puis après, en termes de préparation, c'est aussi plus simple. Pas besoin nécessairement d'éplucher les pommes de terre, d'éplucher les carottes, d'aller faire cuire tout ça, de le mélanger, de le passer en purée, de le mélanger avec l'autre ingrédient, mettre le fromage dessus pour le faire gratiner au four, tout est prêt, on n'a plus qu'à mettre au micro-ondes. Donc cette façon qu'a l'emballage de nous simplifier la vie, eh bien évidemment c'est très séduisant pour le consommateur. Alors, on peut se mettre d'accord. Pensez-vous que les grandes entreprises en font assez pour réduire leur empreinte plastique ? Ma réponse va être de dire ça dépend lesquelles. Ça dépend de leur secteur d'activité, ça dépend de leur taille, ça dépend de leur capacité à investir dans des solutions alternatives et ça dépend aussi de leur prise de conscience de l'impact qu'elles ont sur l'environnement, sur la santé humaine. Donc il y en a qui font le pas, il y en a d'autres pour lesquels c'est plus compliqué, ça peut aussi se comprendre. La petite entreprise de 10 salariés qui n'a pas les moyens d'investir, elle va rester en business as usual en se disant mais c'est compliqué pour moi. Alors après, ce qu'il faut faire, c'est faire en sorte que les plus grandes entreprises, celles qui ont les moyens d'agir, s'entraînent dans ce mouvement d'une bascule vers plus d'économie circulaire, une économie circulaire qui nous permettra de limiter notre consommation de ressources, de limiter nos déchets et d'apporter quand même un certain nombre de services. Il ne s'agit pas non plus de mettre à plat tout le confort de notre vie actuelle, mais de le faire en respect de l'environnement et de la santé des hommes et des femmes. Ce que vous dites, ça me fait penser à Coca-Cola, qui a parfaitement les moyens, plus que les moyens, d'aller dans ce sens-là, et qui fait l'opposé, mais ça depuis les années 70. Je pense à Shein, la fast fashion, ultra fast fashion, qui est, je pense, à 100% de synthétique. J'ai pas les chiffres, mais à vue de nez, ça ressemblerait à ça, qui est en croissance exponentielle et qui s'agite pour éviter toute réglementation qui viendrait potentiellement la freiner un peu. Donc j'ai pas d'exemple en tête de grosses entreprises qui pourraient donner l'exemple. J'ai juste l'exemple de Mustela, tout ce qui est produit pour bébés notamment, qui a renoncé à quasiment un quart de son chiffre d'affaires en disant on arrête les lingettes pour bébés qui sont à base de plastique et qui sont ultra polluants et impossibles à recycler. Et ils ont volontairement, sciemment, pour ces raisons environnementales, renoncé à cette partie de chiffre d'affaires. Et là, je dis chapeau et pourvu que ça donne des idées à d'autres. Moi, je prendrais l'exemple d'une entreprise française dont je ne connais pas le nom. Donc, c'est pas parce que je ne veux pas la citer, mais c'est les cornichons, en bocaux en verre, où avant il y avait un dispositif pour un petit panier avec une tige qui permettait de faire remonter les cornichons à la surface
pour pouvoir se servir. Ils l'ont enlevé, et donc maintenant on a des cornichons dans le bocal en verre et sans cet objet en plastique qui n'était pas nécessairement utile. Hein. Il y a bien des générations qui ont consommé des cornichons sans ce petit panier qui rendait du confort à l'utilisateur. Alors moi je vais prendre « On ne va pas être d'accord ». Estimez-vous que la pollution plastique est la cause environnementale majeure de notre époque ? Non, il y en a d'autres. Parce que si on commence à dire qu'il y a une cause majeure, on est foutu. Tout est lié. Et en fait, il y a un point commun avec la pollution plastique, le changement climatique et beaucoup d'autres crises, notamment sans doute la biodiversité, conséquence du changement climatique, c'est le pétrole. Donc la pollution plastique n'est pas la cause environnementale majeure, c'est une cause essentielle, indispensable à traiter, comme le changement climatique en lien avec l'utilisation des carburants fossiles, mais les deux sont liés. Oui, et pour compléter, aller dans ce sens-là, ça nourrit les autres crises. Enfin, je pense que c'est vraiment, comme beaucoup d'enjeux, ils sont intrinsèquement liés, et comme vous disiez, ça nourrit plusieurs autres crises, dont la crise climatique, la crise de la biodiversité, le dépassement des limites planétaires en termes de pollution chimique. Et d'ailleurs, vous avez intitulé un de vos super rapports de l'OPSCT, le plastique bombe à retardement. Et moi, j'ai intitulé mon livre Plastique tac tic tac. Voilà, il n'y a pas de hasard parce que je pense vraiment que c'est une bombe qui nous chatouille les pieds et qui est aussi tentaculaire qu'insidieuse. Parfait. C'est pas à moi de tirer une carte, c'est moi qui ai tiré la dernière, oui. On va être d'accord. Les pays en voie de développement peuvent-ils se permettre de réduire leur dépendance au plastique, sachant son faible coût et sa praticité ? Donc, pour situer un ordre de grandeur, un Américain consomme à peu près 200 kg de plastique par an. Un Indien, un Africain, on est entre 4 et 10 kg. Pourquoi ? Parce que les modes de vie, évidemment, sont différents, parce que le système économique est différent et pas encore totalement plastifié. Néanmoins, les pays en voie de développement sont une cible majeure de relais de croissance de l'industrie pétrochimique qui a bien compris qu'il y avait un potentiel de plastification particulièrement important dans les pays en voie de développement, pas seulement, mais particulièrement là. Et notamment pour vendre tout ce qui est usage unique, des échantillons qui permettent aux gens d'acheter un shampoing ou un aliment en plus petite quantité parce que le budget est moindre et donc on échantillonne. Donc ça provoque une explosion du plastique à usage unique. Alors, est-ce qu'ils ont les moyens pour autant de réduire leur dépendance ? Ils ont pour l'instant encore les moyens, si ce n'est qu'il y a une pression monumentale de la part de l'industrie, en fait, ne serait-ce que dans les accords qui sont en train d'être négociés au niveau du traité international, où ces pays sont en pôle position de cette pression. Alors moi, j'ai envie de rajouter quelque chose qui, à mes yeux, est important. On parle des pays en développement. Il faut aussi considérer que parfois, on leur envoie nos déchets qu'on ne peut pas valoriser, qui sont des déchets en plastique. Et donc ça, c'est une vraie responsabilité qui est la nôtre. Parce qu'après, c'est facile de dire, regardez, on n'est pas les contributeurs à la pollution plastique de la planète, c'est des pays éloignés de chez nous. Mais parfois, cette pollution, c'est des déchets qui viennent de chez nous. Donc quand on produit des déchets, on doit avoir la responsabilité de les traiter. Et en considérant la question des pays en voie de développement, il faut bien faire la part de leur consommation propre, qui doit aussi tendre vers des choses plus en phase avec l'économie circulaire, mais ne jamais oublier qu'il y a une part de ce qu'on trouve chez eux qui vient de chez nous, et aussi limiter et lutter contre cette évasion, cette dispersion des déchets plastiques partout sur la planète, par les produits, par les pays, qui ont le plus les moyens de les traiter pour les envoyer vers des pays où il n'y a pas les infrastructures de traitement. Là-dessus, sur l'exportation des déchets, donc les pays occidentaux, pour faire simple, ont envoyé leurs déchets plastiques essentiellement en Chine jusqu'en 2017. Et puis la Chine, quand elle a compris qu'elle n'avait pas les moyens de gérer et puis que ça lui apportait plus d'ennuis à tout point de vue économique, sociaux, environnementaux, elle a dit stop, en fait, du jour au lendemain à ces importations. Et donc ça a vraiment été retour à l'envoyeur, et c'était très drôle parce que les pays occidentaux se sont retrouvés avec vraiment un reflux, de leurs propres déchets. Ils se sont aperçus qu'en fait les faire recycler chez eux ou à proximité chez des voisins, ça leur coûtait un bras, alors qu'avant ils arrivaient à vendre leurs ressources qui en fait étaient pourries, inrecyclables dans la majorité des cas. Donc il y a eu un petit moment de chaos,
qui s'est assez vite résolu en envoyant dans d'autres pays, qui n'étaient pas la Chine, mais qui étaient soit Asie du Sud-Est, soit Afrique Nord, soit d'autres pays en Europe. Voilà, donc le problème aurait pu être réglé à ce moment-là, dans le sens, ok, on va financer des infrastructures qui permettent de traiter en local nos propres déchets, mais finalement, non, les fuites repartent quand même encore loin de nos cœurs. Ouais, c'est rouge. On peut donner des petits tips, non? Des petits trucs, réjouissants. Oui. Moi, il y a un petit tip que j'aime bien donner qui est issu de la loi AGEC, qui est aussi la loi anti-gaspillage, qui dit que quand vous allez prendre votre café chez le restaurateur du coin, ou votre thé, ou votre chocolat, ce que vous voulez, et que vous venez avec votre propre contenant, le restaurateur est tenu de vous offrir une réduction. Je ne sais pas si je dois vous remercier pour ce passage dans la loi, mais je le trouve hyper chouette. Donc en fait, il y a deux possibilités. Si je viens avec mon mug chez le restaurateur, que ce soit Starbucks, McDo ou un petit restaurateur local, je viens avec mon contenant, je lui dis qu'il me doit une réduction. Et là, deux possibilités. Soit il est au courant et il m'applique une réduction, ou il m'offre un cookie comme il veut. Soit il n'est pas au courant, et dans ce cas, c'est un super moyen de faire connaître cette loi, qui est finalement sur cet aspect-là, en tout cas, pas assez connue, et qui permettrait aux gens de donner des réflexes. La loi AGEC, en fait, elle a été sous-estimée, et alors qu'en définitive, elle portait vraiment des bases solides pour beaucoup de choses. La lutte contre le gaspillage, c'est dans son titre, mais aussi la pollution plastique. Et moi, je reviendrai pour conclure sur l'importance du traité international. Alors, il a été sa dernière séquence à Busan pour l'instant, parce qu'il y en aura une autre qui va venir d'ici l'été. Sa dernière séquence a été qualifiée d'un échec. Je pense pas que c'était un échec personnellement. Ça aurait été un échec si on avait arrêté au niveau international de parler du sujet. Et on n'a pas arrêté, et il faut aussi voir une dynamique qui est à l'œuvre. C'est-à-dire, lors de la deuxième séquence de négociation en 2023 à Paris, il y avait à peu près 60 pays qui étaient favorables au traité. À Busan, 1 an et demi après, il y avait 100 pays qui étaient favorables. Donc on se rend compte qu'il y a quand même une dynamique très forte. Et tous ces pays représentent des habitants qui sont demandeurs aussi de solutions, parce que consciemment, on est tous agacés à mettre dans notre poubelle jaune des quantités de plastique dont on a vu qu'ils ont duré quelques minutes entre nos mains. Et de plus en plus, on sait les conséquences que ça a pour le climat, pour la biodiversité, pour notre santé. Donc il y a quand même une dynamique positive qui s'enclenche pour lutter contre cette pollution plastique. Je peux rajouter un dernier truc, parce qu'on a une cible étudiante. Je sais que les étudiants, ils sont fauchés par définition. Mais il y a vraiment une chose importante, je pense, qui compte pour chacun. Enfin, j'ai rencontré personne qui m'a dit je m'en fous de ma santé. Donc, la santé de l'étudiant, ça passe par aller en cuisine et de dégager tous les ustensiles en plastique. Les spatules, les poêles Tefal, la bouilloire en plastique, les vieilles Tupperware rayées, les planches à découper le pain multi-rayées. Voilà, donc s'il y a une chose à faire, c'est dégommer l'usage unique et aller dans sa cuisine faire le ménage et remplacer par du bois, de l'inox, du cuivre, du verre pour tout ce qui est emballage. Enfin voilà.